Bonjour Elisabeth Hérault. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation des canalisateurs du Sud-Est. Alors, pour les non-lyonnais qui sont dans la salle, nous sommes ici à la confluence à Lyon, la pointe de la confluence. Donc d'un côté il y a la Saône, de l'autre côté il y a le Rhône, et vous êtes la présidente du directoire de la Compagnie nationale du Rhône. Alors, je vais m'éloigner un peu, je vais enlever mon masque parce que ce sera plus facile, et le vôtre. Pour poser les questions, on va rester à distance, Covid oblige. Je vous pose une première question à la fois simple et peut-être provocatrice, je ne sais pas. Est-ce que dans 50 ans, il y aura encore de l'eau de part et d'autre de cette pointe où nous nous trouvons? Oui, il y aura de l'eau, je l'espère, parce que sinon ça n'ira vraiment pas bien du tout, hein. Il y aura de l'eau, mais ce qu'il faut juste rappeler, c'est que les éléments évoluent énormément. Là où nous sommes, ça n'existait pas il y a quelques siècles, hein. Donc cette confluence, en fait, a été créée par ces deux fleuves. Donc dans 50 ans, c'est peut-être pas à l'échelle d'une transformation radicale, mais dans les siècles qui viennent, là, ça ne ressemblera plus à ça. Je rappelle que les fleuves sont des êtres vivants qui façonnent les paysages, d'où l'importance d'ailleurs des fleuves dans la population et dans notre vie. Dans un entretien que vous avez donné cet été, je crois au mois d'août, au quotidien Libération, vous disiez l'eau du Rhône va se faire rare, et vous parliez même pour le siècle prochain peut-être de guerre de l'eau, et j'ai trouvé vos propos inquiétants. Est-ce que vous pouvez les développer? Oui, alors la guerre de l'eau, elle existe déjà, hein, un petit peu partout sur la planète. Il y a déjà des prises de position de certains grands dirigeants. Il faut s'interroger de savoir pourquoi la Chine, par exemple, maîtrise toutes les sources en fait, des grands fleuves, parce que c'est la maîtrise de l'eau, hein. Donc oui, quand je dis qu'il y aura moins d'eau, c'est écrit par toutes les études. Il y aura moins d'eau, on en est certain. Combien en moins? Là, c'est là que les scientifiques diffèrent. On dit moins 10 à moins 40 d'ici 2050. Que ça soit moins 10, moins 40, 2050, 2070, 2100, de toute façon, il y aura moins d'eau. Mhm. Euh, la table ronde qui va démarrer parle de la ressource en eau, comment la gérer, comment investir, quels aménagements faire. Comment vous voyez les choses? C'est-à-dire, on sait qu'elle se raréfie, on sait que l'eau des glaciers va peut-être disparaître, donc n'alimentera plus le Rhône. Qu'est-ce que concrètement il faut faire pour contrer ce phénomène? Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où on sait qu'il va y avoir moins d'eau, il faut qu'on se prépare à gérer la rareté. Pour éviter justement, alors on n'aura pas de guerre de l'eau sur le Rhône, il y aura des guerres entre les pays. J'espère qu'il n'y en aura pas en France. Néanmoins, on a malgré tout un bout de notre fleuve qui est côté suisse. Donc on voit bien que c'est quand même un fleuve qui est binational. Donc il faut aussi bien travailler avec les Suisses pour vérifier que le robinet du lac Léman ne peut pas servir, je dirais, d'abord les intérêts d'un pays qui est en amont et qu'ensuite ceux qui sont en aval en souffrent. Mais ce qu'il faut surtout qu'on fasse, c'est qu'on apprenne à gérer cette rareté, c'est-à-dire qu'on puisse organiser en fait la distribution d'eau. Parce que je rappelle qu'un fleuve, il sert à la fois à distribuer l'eau potable aux habitants, il sert aussi à distribuer l'eau au monde agricole, il sert à la navigation, qui est indispensable. Il sert évidemment à la biodiversité, parce que si la biodiversité disparaît, le phénomène de disparition de l'eau va s'accélérer. Il sert à refroidir les centrales nucléaires, il sert à beaucoup de choses, un fleuve. Et quand vous avez un fleuve à gérer, et que l'on sait qu'il va y avoir moins d'eau, il faut organiser dès aujourd'hui un meilleur usage de l'eau. Mais est-ce que ça veut dire, ce que vous dites m'inquiète, enfin je crois inquiète beaucoup de monde, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir continuer à irriguer dans les champs des agriculteurs? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à refroidir les centrales nucléaires? Est-ce que les industriels vont pouvoir continuer à avoir de l'eau pour leurs activités? Et est-ce que, au bout du compte, au robinet du citoyen de Lyon, de Valence ou de l'Ardèche, il y aura encore de l'eau? Ou alors elle sera réduite, on pourra l'utiliser 2 heures par jour? Est-ce que c'est ça la perspective? Donc, nous commençons à travailler avec l'État sur ce sujet. Au même titre que sur d'autres sujets, il faut qu'on apprenne à faire des priorités. Et donc forcément, quand on va établir ces priorités, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, il va peut-être falloir qu'on fasse des arbitrages. Donc quand vous parlez des centrales nucléaires, nous avons besoin des centrales nucléaires. Notre pays n'est pas prêt aujourd'hui à se passer du nucléaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas évoluer. Donc les centrales nucléaires ont besoin d'eau, mais peut-être que dans 30-40 ans, on sera prêt à se passer des centrales nucléaires au bord du Rhône. Mais en tout cas, si on n'était pas prêt à se passer de ces centrales nucléaires, elles feraient partie des priorités, puisqu'en fait, c'est d'abord la sûreté qui compte. Mais en même temps, boire ou manger, je ne sais pas répondre à votre question, parce que
Nous avons besoin des deux et on voit bien que c'est dans cet équilibre entre les boire et manger, c'est pas où manger qu'il va falloir qu'on trouve des moyens de gérer une eau plus rare et donc qu'on va utiliser de façon plus appropriée. Je donne un chiffre qui est un chiffre que les agences de l'eau citent régulièrement. C'est aujourd'hui, dans les eaux qui sont prélevées au profit des populations, il y a 1 litre d'eau qui disparaît. 1 litre d'eau qui est pourtant traité, qui est acheminé, mais qui disparaît. Donc on va certainement travailler sur tout cela. On sait que sur les réseaux d'irrigation, c'est pareil. Il faut que les réseaux d'irrigation soient plus efficients, qu'on perde moins d'eau, qu'on cherche mieux les plantes qui peuvent supporter effectivement d'avoir moins d'eau. C'est un travail global, ce n'est pas un travail siloté. Donc ce n'est pas ça ou ça, c'est ça et ça et ça et ça. Et alors, vous parlez des fuites dans les réseaux. Donc là, du coup, les canalisateurs ont un rôle essentiel à jouer, à condition, évidemment, que les pouvoirs publics aient pris conscience réellement de cette question et fassent les investissements nécessaires pour, justement, faire en sorte que cette eau ne s'évapore pas. Alors, j'ai une très, très grande confiance dans le local. Je pense que les personnes qui sont les plus à même de gérer cette raréfaction de l'eau et la souffrance des fleuves, parce que la Garonne est déjà en souffrance, le Rhône va encore assez bien parce qu'en fait, il a malheureusement les glaciers qui l'alimentent. Je dis malheureusement parce que nous vivons à crédit et que ces glaciers permettent effectivement au Rhône d'avoir de l'eau alors qu'on ne devrait pas en avoir autant. Mais c'est le local qui va primer pour moi, parce que c'est le local qui va prendre conscience effectivement des variations de son fleuve ou de leur fleuve, puisque chacun pense qu'il a un bout de fleuve. Et c'est le local qui doit intervenir pour investir, effectivement, vous avez raison, investir de façon à ce que cette eau, qui sera rare, soit utilisée vraiment mais chaque goutte va compter. Peut-être une dernière question sur l'eau. On sait qu'en France, le prix de l'eau, le prix que je paye, que vous payez, l'eau du robinet, est assez peu cher par rapport aux autres pays européens. Le prix est bas. Beaucoup, parmi les gens qui nous écoutent, pensent qu'il faudrait augmenter le prix de l'eau. Les décideurs ont du mal avec ça parce que les gens qui payent sont leurs électeurs. Pourtant, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un vrai prix de l'eau qui soit à la hauteur à la fois du coût et puis de la pénurie à venir et des restrictions qui seront un jour nécessaires, comme vous l'expliquiez? Je pense qu'en France, particulièrement, d'abord, on a un pays extraordinaire, on a un pays dans lequel on a des infrastructures qui ont été souvent faites d'ailleurs par nos prédécesseurs, c'est le cas du Rhône, hein. Ce n'est pas moi qui ai fait ces aménagements exceptionnels, et qu'on oublie peut-être un petit peu aujourd'hui que nous ne sommes pas là que pour nous. Nous sommes aussi là pour le futur. Et donc aujourd'hui, pour payer moins cher certaines choses, que ce soit le prix de l'énergie, le prix de l'eau et bien d'autres choses, nous raisonnons uniquement à court terme. Or aujourd'hui, on devrait investir pour préparer tout ce que je suis en train de dire sur cette raréfaction de l'eau. Et dans le prix que nous payons de l'eau, nous devrions peut-être payer un petit peu plus le futur. Donc on peut se réjouir d'avoir une eau pas chère. Moi, je ne me réjouis pas de ce phénomène parce qu'en fait, je me rends bien compte qu'on ne paye pas assez ce que les autres vont avoir. On le voit, on peut, sur le Rhône, je le dis simplement, on peut très bien arrêter de faire de la maintenance, on peut dégager beaucoup de résultats, on peut arrêter et pendant des années, personne ne le verra. Quand je dis des années, c'est peut-être même des décennies, personne ne le verra, d'accord ? Puis un jour, quelqu'un se réveillera. Regardez, quand vous allez à Madagascar, où les Français avaient du temps de la colonisation, ce qui n'était pas idéal, mais néanmoins, les Français avaient installé, par exemple, des réseaux d'eau potable qui n'ont pas été entretenus, il n'y a plus d'eau potable, il n'y a plus de réseau. Donc on voit bien qu'à l'instant T, nous devons payer un petit morceau de ceux qui nous suivent, pas seulement ce que nous consommons. C'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour l'eau.